exécution du budget et travaux de fin d'exercice budgétaire. Nous y voici encore. Nous sommes là pour continuer notre formation que nous avons continué, nous avons commencé. Nous sommes à la 3e vidéo. Donc, alors, je me présente pour ceux qui n'avaient pas suivi les 2 vidéos précédentes. Moi, je suis Alpha Kassongo. Je suis chef de service à la direction générale de l'Institut des musées nationaux du Congo. Alors, pour cette vidéo, nous allons parler des imputations budgétaires de dépenses. Alors, la question qu'on s'impose, c'est quoi les imputations budgétaires de dépenses? C'est que nous devons savoir par définition, avant même de parler de la définition, vous devez savoir que les imputations des dépenses publiques découlent de ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire de dépenses. La nomenclature budgétaire de dépenses. Alors, qu'est-ce que la nomenclature budgétaire de dépenses? La nomenclature budgétaire de dépenses est l'ensemble des termes méthodiques classés, employés dans une science ou une technique, un art. Vous devez savoir que nous, étant que financiers, nous avons notre façon à nous de communiquer, nous avons notre façon à nous de parler de certains documents, de certaines actions que nous posons. Alors, la nomenclature nous aide à avoir de repères. La nomenclature nous aide à savoir que telle action que nous posons s'appelle telle chose. Telle action que nous posons devra être affectée à tel autre compte. Donc, s'il s'agit bel et bien de ça, de ce que nous allons parler. Alors, vous devez savoir que l'IMNC est beaucoup plus concentré sur ce que nous appelons le charge, les dépenses, les charges budgétaires. Alors, la nomenclature dont je vous parle a un lien avec le plan comptable de l'État, à travers les classes et le compte, surtout à travers la comptabilité générale. Alors, pendant que nous allons passer, je pense que quand on va décortiquer c'est quoi réellement les imputations, nous allons vous expliquer comment est-ce que les nomenclatures budgétaires des dépenses ont un lien avec la comptabilité générale. Allons-y et nous allons parler. Alors, avant d'y arriver, nous allons décrire, comme je vous ai dit, nous allons décrire les comptes. Nous parlons d'abord de la nomenclature, donc nous allons parler selon la nomenclature de l'État. Voilà. Nous avons un exemple des comptes qui est là. Vous voyez, il y a en tout 6 chiffres. Je vais vous expliquer c'est quoi l'importance de ces chiffres ici par rapport à la nomenclature de la RDC. Il est important que nous puissions les connaître parce que c'est comme ça que nous présentons souvent nos rapports. Quand on a parlé de l'état d'exécution du budget, eh ben c'est comme ça que nous devons les présenter avec les comptes. Voilà. Le premier chiffre, le 1 que vous voyez là, ce qu'on appelle les titres principaux ou les grandes natures. Ça, c'est par rapport à la nomenclature budgétaire de la RDC. Le 2 derniers chiffres qui suivent, 17. Vous voyez, là, c'est la référence au compte principal par rapport au plan comptable, même à l'OADA. Quand vous voyez les 17 ici, les 2 chiffres ici, ça vous rappelle, ça vous dit, qu'est-ce que ça vous dit? Ce que vous considérez ici par le plan comptable, ce qui est écrit par rapport à la nomenclature, à l'OADA, on vous donne aussi la référence. C'est justement ça. Les 17 que vous voyez là, quand vous voyez ici les 17, ici relativement, on parle de dettes. Quand vous allez dans la comptabilité OADA, ça vous dit que ici, nous trouvons les dettes à court terme. Par rapport ici, ça constitue tout un chiffre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, que ça a un lien avec le plan comptable de l'État. Alors, nous continuons. Le chiffre suivant, ça nous dit ce qu'on appelle article. C'est la classification principale. Ici, vous allez encore mieux trouver quand on va maintenant parler des comptes. Quand vous les lisez, vous allez voir que ça donne plus de ordre, ça vous permet à mieux comprendre tout ça. Donc, on appelle la classification principale. Ce qui suit, le chiffre suivant, c'est la classification secondaire, ce qu'on appelle les littéras. Tous les 4 chiffres que je viens de décortiquer ici, vous allez les trouver aussi dans la loi des finances, qu'on appelle les budgets de l'État. Vous allez trouver, on vous demandera c'est quoi les chapitres, c'est quoi les littéras, c'est quoi l'article. Ça vous permet d'avoir d'une certaine manière les références. Même dans les budgets de l'État, eh ben, c'est comme ça que le budget de l'État est mentionné. Alors, le dernier chiffre que nous avons, c'est ce qu'on appelle des indices. Ici, qu'est-ce que nous on dit? C'est une classification spécifique. Il se peut que nous ayons des classifications, parce que la classification, par rapport à cette nomenclature, ne se limite qu'ici. Mais nous, étant que financiers, nous sommes obligés d'ajouter d'indices, parce que il y a un article dans la loi des finances qui est même en même temps un principe qui dit que nous devons spécifier des dépenses. Les dépenses doivent être considérées de manière générale. Alors, je vous donne un exemple. Nous avons un type de fourniture
Ça fait partie aussi de nomenclature. On appelle fourniture et petits matériels. On se retrouve dans les fournitures et petits matériels. Nous avons, quand on achète de l'eau, quand on achète du matériel informatique, si on achète également des fournitures de bureau. Alors, il est important pour nous, parfois, de spécifier tous ces trois dépenses. On est toujours dans les fournitures, on dit fourniture, achat de l'eau, fourniture, rafraîchissement, fourniture, peut-être petit matériel d'informatique. Vous voyez, c'est là, avec cet indice, que nous allons à spécifier chaque type de dépense par rapport à la nomenclature. Vous voyez, c'est comme je vous disais, ici, la première description que j'ai faite, c'est par rapport à la nomenclature. Je vais maintenant faire la deuxième description. Cette description va par rapport à la comptabilité générale. Alors, dans la comptabilité générale, nous avons toujours le même type de compte. Le numéro 1 que nous voyons ici à la comptabilité générale, c'est ce qu'on appelle le compte principal, CP. Après le compte principal, nous avons ce qu'on appelle le compte divisionnaire. Selon la nomenclature, vous allez voir que chaque compte a des divisions. Et les divisions prennent déjà tous ces trois comptes. Vous allez encore le voir quand on va parler maintenant des détails. Vous allez voir que le compte divisionnaire donne des références par rapport à ces trois chiffres. Et le troisième point, nous parlons de l'indice qui suit. Ça, nous parlons de sous-comptes. Ça, vous le savez très bien. Dans la comptabilité générale, il y a maintenant des sous-comptes qui vont dans les détails. Et l'indice vient encore, comme je vous ai dit, c'est nous-mêmes qui ajoutons l'indice, ce sont des comptes spécifiques. Là, c'est à nous de le faire. C'est par rapport à l'organisation de chaque musée. Alors, après avoir compris tout ça, il est mieux que vous puissiez tenir compte de cela dans l'élaboration de votre budget, selon les orientations que nous avons données. Vous devez tenir compte de ça dans l'exécution de votre budget, c'est très important. Alors, nous allons maintenant parler, cette fois-ci, de la présentation des comptes principaux. Alors, je vais tous les lister, comme ça je vais vous expliquer comment les comprendre tous en même temps. Ça, c'est très important. Alors, regardez très bien. Nous avons la classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 classes en tout. Je vais vous donner de manière générale comment est-ce que vous devez comprendre toutes ces classes de manière générale. Alors, regardez. Ici, nous avons ce qu'on appelle le dette publique. À chaque fois qu'il s'agira de dépenses relatives aux dettes, eh ben, c'est ici que nous allons mettre tout ça. Et ici, on ne parle pas de dettes allant de 5 ans, ce sont des dettes à court terme. Ce sont vraiment des dettes à court terme. Le frais financier, ici, le frais financier, c'est qu'à chaque fois qu'il s'agira de payer des intérêts, à chaque fois qu'on veut payer des intérêts, à chaque fois qu'on veut tout payer, c'est ici que nous mettons le frais financier. Nous allons aussi aller dans le détail, vous allez comprendre. Les dépenses de personnel, c'est toutes les dépenses en faveur de personnel, en faveur des agents. C'est là que nous allons mettre cette dépense. Et nous avons la quatrième classe, le bien et matériel. C'est là que nous allons loger toutes les dépenses relatives aux biens et aux petits matériels. Et la classe 5, ce sont les dépenses de prestation. À chaque fois qu'il s'agira de faire une dépense relative au paiement d'une prestation, sachez-les déjà que ces dépenses sont mises ici. Vous voyez la différence qu'il y a entre la classe 5 et la classe 4. Ici, à chaque fois que nous achetons de biens de petite quantité, ou soit de petite nature, de biens de petite nature, eh ben, c'est ici dans la classe 4. À la classe 5, c'est quand nous sortons l'argent pour payer de prestations. Donc, il faudrait déjà les comprendre comme ça. Et dans la classe 6, c'est le transfert et intervention de l'État. Ici, c'est quand l'IMNC, ou soit quand le musée intervient comme l'État, près soit des agents, soit d'autres personnes. Vous voyez, je vais aussi vous expliquer dans le compte comment ça fonctionne. Et nous avons la classe 7, les équipements. Ici, parallèlement à la comptabilité, c'est la classe 2, la comptabilité générale, allais-je dire, c'est la classe 2. C'est là quand on achète le gros matériel, les équipements filmographiques, les équipements informatiques. Il y a tout genre d'équipements. Même quand nous achetons des œuvres d'art, eh ben, c'est ici que nous logeons toutes ces dépenses. Et la classe 8 comprend plusieurs sortes de dépenses. On appelle ça les dépenses d'investissement. Comme j'ai dit, il y a les constructions, les réfections, les réhabilitations, les additions d'ouvrages et d'édifices, les acquisitions immobilières. Toutes ces dépenses sont mises à la classe 8. Et à la classe 9, il n'y a qu'un seul compte. C'est simple, le prêt et avance. À chaque fois que le musée donnera de prêts et des avances à ses agents, eh ben, toutes ces dépenses seront logées là.
J'espère que jusque-là, vous comprenez facilement et clairement le contenu de tout ça. Mais il y a une chose très importante à savoir dans tout ça, c'est que il y a 3 types de comptes. Il y a certains comptes qui sont utilisés seuls par les trésors publics. Seuls les trésors publics l'utilisent. Et pendant que nous allons parler, ça sera en rouge. Vous allez voir de comptes qui seront coloriés en rouge. Ce sont ces comptes que seul l'État peut utiliser, peut dépenser de l'argent relatif à ces comptes. Mais l'autre type de compte, c'est les comptes que seule la direction générale de l'IMNC peut utiliser. Et ça sera en vert. Il y a d'autres types de dépenses encore que les musées et la direction générale peuvent utiliser. Et là, quand on sera là, ces comptes seront en bleu. Voyez? Si c'est bien compris, on va passer. Mais si vous n'avez pas bien compris, ne vous en faites pas. Revenez juste calmement à la vidéo et commencez à l'écouter petit à petit et vous allez mieux comprendre. Et comme on avait dit, au cas où vous aurez des problèmes, nous mettrons à votre disposition un de nos collaborateurs qui sera là pour répondre à toutes vos préoccupations. Voilà. Nous allons cette fois-ci décortiquer les comptes. Nous sommes en compte 1. Le compte 1, comme vous avez dit, nous sommes là. Les comptes divisionnaires sont là. Et là, nous avons des sous-comptes. Et là, nous avons les numéros. Alors, vous allez me permettre, je ne vais pas trop commencer à citer les numéros. Je citerai plus le compte divisionnaire et les sous-comptes pour vous permettre de mieux comprendre. Allons-y. Ici, nous avons 2 comptes divisionnaires. Vous voyez, comme je disais, il y a le compte principal et le compte divisionnaire. Nous avons 2 comptes divisionnaires. Alors, un compte divisionnaire, l'IMNC et le musée peuvent utiliser. Ce compte divisionnaire, c'est juste l'État qui l'utilise. Alors, pour nous faciliter la compréhension et la tâche, moi, je ne parlerai que de ce qui nous concerne. Ce qui ne nous concerne pas, je ne passerai pas mon temps à parler de ça. Voici. Nous avons ici les dettes sociales. C'est quoi les dettes sociales? C'est à chaque fois que nous sommes en train de payer le dette relatif au personnel. Un personnel a, d'une certaine manière, fait certains travail. Nous sommes aujourd'hui en 2025, mais le collègue a fait des travail en 2024. La prime ne l'a jamais été payée. Mais en 2025, le musée reçoit des subventions. Et le musée lui paye les arriérés. Quand vous payez les arriérés comme ça, eh ben, c'est ici que vous logez cette dépense. C'est une dette sociale. Et nous sommes là, aux dettes commerciales. Le dette commerciale, c'est les arriérés envers les fournisseurs. Vous avez un fournisseur qui vous donne d'une certaine manière les fournitures, qui vous donne d'une certaine manière ce qui vous permet de fonctionner. Et à un certain moment, vous vous rendez compte que vous avez accumulé beaucoup de dettes que vous n'avez pas payées. Si ces dettes passent l'année N+1, et quand vous les payez à N+1, ça devient une dette commerciale. Faites très attention ici. Et considérez comme dette commerciale toute dette qui a été prise ou l'engagement a été pris l'année écoulée. Si vous avez contracté une dette en janvier 2025, vous payez la dette en décembre 2025, là c'est une dépense normale. Ça passe comme dépense normale. Mais si la dette a été contractée en 2024 et que vous le payez en 2025, là vous allez considérer comme dette commerciale. Je pense que là c'est très bien compris. Et enfin, nous avons des dettes financières. Les dettes financières, c'est à chaque fois que le musée se retrouve en difficulté à prêter de l'argent à un individu. Et il pense payer ses dettes, et bien c'est là. Il faut loger ses dépenses. Ça n'est fini pour la classe 1, vous avez compris, il y a juste 3 comptes que nous utilisons. Nous passons rapidement à la classe 2. À la classe 2, comme vous allez voir, nous avons aussi des comptes divisionnaires, vous voyez. Là, 2 comptes divisionnaires, dette, intérêt sur les dettes. Vous voyez, ici, il ne s'agit que des intérêts sur les dettes. Alors, on peut utiliser tout ça. On peut utiliser tout ça. Mais il faut bien comprendre. Mais je ne pense pas qu'on utilisera l'autre ici. Je pense qu'ici, c'est peut-être une petite erreur, mais on n'utilisera pas ça. On peut utiliser l'intérêt sur les dettes financières intérieures. Oui. On peut utiliser ici l'intérêt sur l'intérêt moratoire. On peut utiliser ici l'intérêt moratoire, c'est quand nous prenons des prêts à la banque. À un certain moment, nous sommes en difficulté de payer. Et la banque nous inflige ce qu'on appelle des pénalités. Vous avez emprunté 400 $, avec le but que vous puissiez rembourser 500 $. Et à un certain moment, vous étiez en difficulté de rembourser 500 $. La banque vous dit, vous allez rembourser 600 $. Déjà, quand vous payez 400 $, vous remboursez. Vous remboursez la dette et les intérêts, le premier intérêt de 100 $, vous mettez déjà ici. C'est un intérêt simple. Mais quand vous payez encore une pénalité, cet intérêt, vous le mettez ici dans l'intérêt moratoire.
J'espère que c'est clair. Et ici, ça ne nous concerne pas. Ici, c'est quand l'État règle ses comptes avec la BCC. C'est là que l'État inflige. Donc, d'ici jusque-là, ce sont des comptes que nous n'utilisons pas. Nous pouvons utiliser ces décomptes à chaque fois qu'il s'agira de payer des intérêts. Je pense que même là, c'est compris. Alors, nous passons directement à la classe 3, les dépenses de personnel. Dans les dépenses de personnel, comme vous voyez, il y a aussi, jusque dans ce tableau, il y a deux comptes divisionnaires. Dans les deux comptes divisionnaires, il y a le premier compte divisionnaire que nous n'utilisons pas. Alors ici, suivez-moi très bien. Nous avons ici les traitements de base de personnel permanente, les traitements de base de personnes contractuelles. Les agents de l'État ont deux statuts. Il y a le statut des agents qui sont permanents, ce qu'on appelle communément des fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle des agents de régime général. Ils sont des fonctionnaires et ils ont un statut de personnel permanent. Il y a d'un autre côté les agents de l'État qui sont régis par le Code du travail. Vous vous souvenez encore, je vous avais dit que le Code du travail est un document consultatif. Puisqu'ils sont régis par le Code du travail, et le Code du travail dit que dans le cadre du travail, il n'y a qu'un employé et un employeur qui sont liés par un contrat. Et tous ces agents qui ne sont pas d'ici sont considérés qui sont en contrat avec l'État. Alors, ici, ce n'est que l'État qui paye. Il paye les agents, les fonctionnaires, et ici, il paye tous les agents des établissements publics qui sont en contrat avec l'État. Donc, je pense que c'est très clair. L'autre compte divisionnaire qui est là, dépenses accessoires au personnel. Nous avons ici les indemnités de transport. Les indemnités de transport. Les indemnités de transport, pourquoi? Qu'est-ce que c'est en bleu? Regardez. Dans notre rémunération, on nous paye l'indemnité de transport déjà. Dans ce qui concerne notre salaire, on nous paye les indemnités de transport. À chaque fois que vous voulez remettre des indemnités de transport à un agent ou à un cadre, il ne faut pas écrire indemnité de transport parce que c'est déjà payé dans notre rémunération. Mais plutôt, il faut maintenant ajouter une indice derrière pour mettre indemnité de transport complémentaire. Justement, vous voyez maintenant, là où je parlais de comptes spécifiques. Parce que si vous employez ça comme ça sera une double dépense. Dans la rémunération, on nous paye déjà des indemnités de transport. Alors, il y a un autre cas. L'IMNC a des mandateurs. Et le statut de mandateur demande à ce que l'IMNC puisse mettre à la disposition des mandateurs de véhicules de fonction. Et au cas contraire, quand l'IMNC n'a pas de moyens pour mettre à leur disposition des véhicules, il doit payer ce qu'on appelle des indemnités de transport également. Et là même, quand on a payé des indemnités de transport, eh ben, c'est ces comptes ici qu'il faut activer. Ici, il ne s'agit pas des transports de course de services. Comme on a dit, c'est relatif au personnel. Faites attention. Ça, c'est quand il s'agit de l'avantage du personnel. Nous avons les indemnités de logement. Les indemnités de logement, ça peut être payé. Vous pouvez être payé. Mais on ne paye pas des indemnités de logement à une personne. S'il faut payer les indemnités de logement, il faut les payer à tout le monde. Parce que ça fait partie des avantages dus au personnel. Nous avons ce qu'on appelle le prime et indemnité permanente. Le prime et indemnité permanente. Pourquoi c'est en rouge? Parce que dans notre rémunération, on nous paye la prime et indemnité permanente. Donc, ce n'est que l'État qui peut payer ça. Faites très attention. Mais nous avons de ce côté, indemnité de sortie et de fin de carrière. Alors, ici, vous voyez que c'est en vert. Je vous ai dit, rappelez-vous, que quand nous serons en vert, ce sont des dépenses que seule la direction générale peut payer. À ce qui concerne les indemnités de fin de carrière, il n'y a que seule la direction générale qui peut payer les indemnités de fin de carrière. Nous avons ici, qui suit, les primes, gratifications et indemnités non permanentes. Ah oui, nous y sommes. C'est là qu'on paye toutes le petit prime, les heures supplémentaires, le jour férié, les travaux intensifs, tout ce qui n'est pas permanent en accordant aux agents, c'est ici que doit loger. Même les gratifications de fin d'année, eh ben, c'est ici que vous logez toutes ces dépenses. Et la dépense qui suit, ce sont le frais d'installation ou d'équipement de rapatriement de mutation. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le frais d'installation et d'équipement. Pourquoi c'est en vert? Il se peut que vous êtes dans le musée, un nouveau directeur est nommé. Et le directeur sollicite que vous puissiez le payer de frais d'installation. Quoi que vous avez l'argent dans la caisse, vous ne payez pas. C'est seule la direction générale qui est en mesure de payer le frais d'installation à un directeur, si le moyen l'autorise. Et également là, nous mettons aussi le frais de mutation. Je vous ai dit
dans l'autre vidéo, il se peut que la direction générale puisse vouloir qu'un agent puisse quitter d'un musée dans notre province à une autre province. Et quand la direction générale paye de l'argent relatif à cette dépense, eh ben, c'est ici que nous allons mettre cette dépense, le frais de mutation. Et là, vous voyez tout, c'est en rouge, les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques, c'est quoi? C'est quand l'État essaye de rembourser aux agents publics qui utilisent leur véhicule pour les besoins des fonctions, pour les services. C'est ici. Mais pourquoi c'est en rouge? Parce que depuis que la Covid avait commencé en 2020 jusqu'à aujourd'hui, les indemnités kilométriques, cette dépense a été suspendue. On ne paye plus les indemnités kilométriques. Alors faites très attention. Faites très attention. Il se peut que vous ayez un directeur qui a son propre véhicule qui vient au travail et on vous dit que vous devez payer les indemnités kilométriques et non, ça se paye pas. Ce sera une dépense irrégulière, vous tombez dans la mégestion. J'espère que ça sera tout pour la classe 3. Nous passons à la classe 4. La classe 4 qui a beaucoup de comptes divisionnaires et qui a aussi beaucoup de comptes. Mais nous essayerons de faire vite pour aller rapidement. Nous avons le compte divisionnaire fourniture et petits matériels. Vous vous souvenez, j'en avais presque parlé. Hein. Nous avons le premier compte qui est là, les fournitures et petits matériels. Ici, dans les fournitures et petits matériels, c'est là où nous mettons toutes les dépenses relatives aux fournitures et aux petits matériels. Mais faites attention, à chaque fois qu'il s'agira des dépenses relatives aux besoins alimentaires, le manger, la vaisselle et tout, ça entre dans le cadre de fournitures. Et le petit matériel entre aussi là-bas. Mais il y a une petite nuance que je dois ajouter. Quand vous achetez des claviers, vous achetez des souris, ce sont d'une certaine manière des matériels informatiques. Vous allez trouver quelque part du matériel informatique aussi, mais on ne le met pas là-bas, on doit le mettre ici. Quand j'y arriverai, je vous donnerai plus de détails. Nous avons la classe qui suit, vaccin et matériel inolocution. Nous, chez nous, nous ne sommes pas un établissement médical. De toutes les façons, on ne peut pas activer sa raison pour laquelle c'est en rouge. Ce n'est que l'État qui attribue ces dépenses aux organismes médicaux. Ce qui suit, c'est le produit médico-pharmaceutique, vétérinaire et intraspécifique. Ici, c'est seule la direction générale qui peut activer ces dépenses. Pourquoi? Parce que la direction générale possède bel et bien un poste de santé. Même c'est le compte qui suit, outils médicaux et chirurgicaux, seule la direction générale peut activer ces dépenses parce que la direction générale possède un poste de santé. Et les trois comptes qui suivent, matériaux de construction des quincailleries, c'est là qu'on alloue le, comment on dit ça, le petit matériel de plomberie, le petit matériel, donc tout ce qui a trait à la quincaillerie et de construction de petits matériels, et bon, c'est là qu'on loue ça. Le 2 qui suit, c'est les pièces de rechange de matériel roulant. Ici, je vais faire un éclaircissement. Quand vous ne disposez pas de charroi et que vous avez un agent qui vient avec son propre véhicule au service, il a un problème peut-être de bougie. Il veut solliciter l'argent dans la caisse pour régler le problème de son véhicule. Ça ne peut pas se faire. Cette dépense, on l'active si nous avons des charrois automobiles. Vous n'êtes pas autorisé de prendre l'argent de la caisse et donner à un individu pour son propre bien. Ça n'existe pas. Même quand il s'agira d'un directeur, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas prendre l'argent pour donner au bien des individus, mais plutôt, c'est quand il s'agira d'un charroi automobile. Si vous n'en avez pas, eh bien, je pense qu'aux années à venir, vous pouvez bel et bien l'avoir. Ce qui suit les pièces de rechange pour votre équipement, c'est quand on veut changer de prise, quand on veut changer des interrupteurs, quand on veut changer tout ce qu'on veut, tous les petits matériels qu'on peut changer, on doit le mettre là dans ces comptes. Je pense que là, c'est clair. Nous allons passer à d'autres comptes divisionnaires. Là, nous avons deux comptes divisionnaires que nous allons changer. Produits chimiques, fourniture énergétique et les semences. Comptes divisionnaires. Alors, ici, nous avons dans l'ensemble de ces deux comptes divisionnaires, il y a plusieurs comptes. Mais dans ces plusieurs comptes, il y a deux comptes qui ne sont pas utilisés par l'IMNC, mais ces deux comptes sont utilisés justement par l'État. Le produit chimique et organique. Vous allez vous dire, mais quel est le produit chimique que nous utilisons? Vous le savez bien, nous sommes un établissement à caractère scientifique et culturel. Nous gardons les œuvres d'art, nous gardons les œuvres culturelles. Ces œuvres, pour le conserver, il faut d'une certaine manière acheter des produits chimiques. Quand nous achetons des produits chimiques pour les œuvres d'art, eh ben c'est ici. Alors, dans cette dépense ici, il faudra toujours ajouter l'indice pour spécifier les comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits chimiques que nous achetons pour l'entretien des œuvres d'art. Il y a des produits chimiques que nous achetons pour l'entretien de nos bâtiments. Et quand on achète, il faut spécifier ces deux dépenses
Alors, toujours ajouter des indices. Nous avons les fournitures énergétiques. Vous avez un agent qui doit faire un course de service avec son propre véhicule. Vous devez payer les carburants. Et bien, c'est ici, les fournitures énergétiques. Vous devez payer le carburant pour le directeur qui va à une course de service. Et bien, les fournitures énergétiques doivent figurer. Et nous avons ici les textiles et tissus. Tout ce qu'on achète relatif aux textiles et tissus, et ben c'est ici qu'on alloue la dépense qui est très simple. Je pense que là aussi, vous avez compris. Et nous passons rapidement aux dépenses de prestations. Ici aussi, on a beaucoup de comptes divisionnaires et beaucoup de comptes. Nous allons faire rapidement. Nous avons les dépenses de base, de communication. Nous sommes là. Quand on a affaire aux communications et télécommunications, le crédit, le forfait Internet, toutes ces dépenses sont mises ici. Nous avons affaire aux publicités, aux impressions, aux reliures. Les comptes sont là. Les publicités, j'aimerais insister. Vous savez que nous sommes le musée et doit d'une certaine manière apporter une sorte de publicité dans le média. Les médias doivent venir prendre des images. À chaque fois que vous faites des dépenses relatives aux publicités, eh ben c'est ici, dans les publicités. Ici, c'est quand il s'agit des impressions. Les imprimés de valeur. Vous savez que l'IMNC doit d'une certaine manière faire payer les taxes à l'export. Et les imprimés de valeur seront importantes. Et c'est ici que nous logeons toutes les dépenses relatives aux imprimés de valeur. Alors, la suite, les dépenses de transport. Le premier dépense de transport, location et affrètement moyen de transport. Suivez-moi très bien ici. Quand on parle de location, affrètement de moyens de transport, on ne parle pas de courses de services. Ici, on parle quand le musée loue un bus ou loue un taxi ou un moyen de transport pour mettre à la disposition de quelqu'un qui fait une course de service. C'est basé ici. Ou soit quand on loue un moyen de transport pour d'autres besoins, eh ben, la dépense est mise ici. Nous venons ici. Titre de voyage à l'intérieur. Quand un agent va en mission à l'intérieur, eh ben, c'est ici que nous allons loger les titres de voyage que nous mettons à sa disposition pour lui permettre de prendre le moyen de transport. Et il y a le titre de voyage à l'extérieur qui est mis en vert parce que c'est seule la direction générale qui peut envoyer un agent en mission à l'extérieur du pays. Un musée ne peut pas autoriser un agent à quitter le pays, c'est seule la direction générale qui peut le faire. Nous avons également les locations immobilières. Il se peut que vous êtes un musée, vous êtes en location d'une maison, vous êtes en contrat de bail, et ben c'est ici que vous devez payer. Vous devez mettre les dépenses relatives à la location, les frais d'hébergement. Oui, ça aussi. Il se peut que vous avez peut-être reçu des hôtes et vous devez payer les frais d'hébergement pour eux. Voilà, c'est ici. Il y a aussi les locations d'équipements et matériels. À chaque fois que vous faites la location et des équipements, des matériels aussi, dont vous ne disposez pas, vous devez louer. Et ben, c'est ici que vous devez mettre ces dépenses. Nous avons ici les entretiens d'équipements et les réparations d'équipements. Voilà, c'est presque la même chose, hein. Mais vous devez savoir que les réparations, c'est autre chose. Les entretiens, c'est autre chose. Quand les besoins sont relatifs à l'entretien, vous payez l'entretien. Quand c'est relatif aux réparations, vous payez aussi la réparation comme ça. Donc, voilà. C'est très, très, très important. La suite, nous avons ici le soin vétérinaire et les entretiens et décoration d'ouvrage. Alors, ici, dans le 4 comptes que nous avons, il y a 2 comptes qui sont utilisés par l'État congolais seul et 2 comptes que nous pouvons utiliser. Le compte que nous pouvons utiliser, nous avons les soins de protection de l'environnement. Nous pouvons utiliser à chaque fois que nous faisons des dépenses relatives à notre environnement. Pour soigner et protéger notre environnement, eh ben, nous pouvons utiliser. Quand nous faisons des dépenses relatives à l'entretien, la décoration et des réparations de notre édifice, eh ben, c'est ici. Je rappelle encore, hein, ici, on parle des dépenses de prestation. C'est-à-dire qu'on paye la prestation. Donc ici, on n'achète pas de biens, mais nous payons la prestation. Suite encore. Ici, nous parlons des autres services. Alors ici, c'est très important, comprenez-moi encore bien. Ici, nous avons les frais d'émission. Quand on paye des frais d'émission à l'intérieur, comme je vous ai dit, un agent peut quitter d'un musée pour aller à l'intérieur faire une mission de recherche ou autre, on peut lui donner frais d'émission. Le frais d'émission à l'extérieur n'est payé que par la direction générale, c'est en vert. Le frais de secret de recherche, on ne peut pas payer, c'est en rouge. Le frais d'assurance, oui, on peut payer l'assurance pour notre char automobile, pour les œuvres d'art. Les prestations intellectuelles d'organismes et de formation et divers, oui. À chaque fois que vous êtes en partenariat avec
un établissement ou un organisme qui donne des formations, quand vous payez leurs prestations, eh ben, ce sont des prestations intellectuelles. Quand vous invitez un formateur pour former les agents en renforcement des capacités, quand vous payez la prestation, eh ben, c'est ici que vous devez lever cette dépense. Alors, autre dépense, c'est contrat d'études. Faites très attention. Le contrat d'études n'a rien à voir avec la bourse d'études. Ici, on appelle contrat d'études à chaque fois que vous payez l'argent à un cabinet pour l'étude de faisabilité et de pré-faisabilité, eh ben, c'est ici que vous devez loger cette dépense. Et nous avons les commissions bancaires. Les commissions bancaires, c'est toutes les dépenses relatives au mouvement de la banque. Si je sais que vous avez des comptes en banque, il se peut qu'en ayant des comptes en banque, le frais de traitement ou de maintien de votre compte, la banque vous impose un montant à payer. À chaque fois que cette transaction est faite, vous devez faire passer les commissions bancaires qui logent toutes ces dépenses. Et enfin, il y a les autres prestations. Les autres prestations, c'est toutes les dépenses qui sont classées nulles ailleurs dans tout ce que je viens de vous dire. Vous avez une forme de dépense qui ne ressemble à rien dans tout ce que je viens de citer dans la classe 5. Vous allez mettre dans les autres prestations. Et voilà, on a fini pour la classe 5. Donc, c'était juste ça. Alors, nous passons rapidement pour la classe 6. La classe 6, le premier compte divisionnaire est là. Vous voyez, tout est en rouge. Tout est en rouge. Je vous avais dit, c'est quand le musée intervient comme l'État. Et ici, l'État s'est dit, c'est lui-même qui intervient comme l'État. Nous, on ne peut rien faire ici. Donc, je préfère ici passer rapidement. Et nous avons notre compte divisionnaire. La suite, c'est ici. Alors, ici, la plupart, c'est aussi en rouge. Mais ici, c'est juste ça qui est en vert. Ici, comme je vous avais dit, en vert, c'est l'IMNC. Transfert au service déconcentré. Justement, à chaque fois que la direction générale vous envoie de fonds, de fonctionnement, vous envoie tout ce qui sort de la caisse de la direction générale vers vous, c'est ici que la direction générale loge toutes ces dépenses. Transfert au service déconcentré. Vous pouvez voir ça aussi dans le budget de l'IMNC. Vous allez voir, si vous voulez consulter le budget de l'IMNC et voir où se trouve le budget de chaque musée, eh ben, c'est ici que vous allez trouver combien représente votre budget. Et toujours la classe 6, nous avons encore ici. Ici, comme vous le voyez, la plupart c'est en rouge. Mais il y a ici en bas, dans les prestations sociales, 3 comptes. L'un en vert, allocation familiale, parce que vous ne pouvez pas payer les allocations familiales, c'est vous. C'est la direction générale qui peut payer, ou soit c'est l'État qui peut payer les allocations familiales dans la rémunération. Les musées ne peuvent pas le payer. Nous avons les frais médicaux et pharmaceutiques. Alors, ici, faites attention. À la classe 4, vous avez vu qu'il y a des frais pharmaceutiques, qu'il y a ce qu'on appelle de produits médicaux. Il se peut que vous avez un agent qui tombe malade, vous lui donnez l'argent pour aller se soigner. Vous n'allez pas mettre ça dans les produits médicaux. C'est ici, les frais médicaux et pharmaceutiques. Et vous avez des frais funéraires. Un agent qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, ou soit qui a perdu un membre de sa famille du premier, deuxième décret, ou que sais-je, eh ben, c'est ici que vous devez loger toutes ces dépenses. Je pense que c'est tout pour la classe 6. C'était si court. Et nous allons pour la classe 7. La classe 7, il y a beaucoup de comptes divisionnaires, mais il y a aussi peu de comptes aussi. Hein. Regardez, nous avons le compte des équipements mobiliers. Ici, comparativement à la comptabilité, vous allez voir, c'est la classe 24. Vous voyez comme je vous avais dit. Hein. Donc, la référence avec la comptabilité là, c'est la classe 24 à la comptabilité. Chez nous ici, c'est tout ça comme le compte. Mais en comptabilité, on prendra juste 24. Mais ici, ça donne très bien les spécifications. C'est 11, c'est 12. Vous voyez comment ça se représente. Voilà. Nous avons acquisition de mobilier, équipement de bureau et électroménager. Quand on achète des chaises de bureau, des meubles de bureau, tout ce qui est relatif au bureau, électroménager, on achète des ventilateurs, des congélateurs, eh ben, c'est ici que nous allons mettre toutes ces dépenses. Acquisition des équipements informatiques. Alors, ici, c'est là où je vais parler de la différence. Pourquoi je disais la différence? On n'appelle pas équipement tout ce qui peut être coûté à moins de 100 000. Vous n'achetez pas un souris à 100 000 francs congolais. Un souris, vous l'achetez peut-être à 20 000 francs, au plus. Alors, vous n'allez pas prendre cette dépense et mettre directement ici. Vous allez mettre ça plutôt dans les petits matériels. Mais ici, quand vous achetez un ordinateur complet, eh ben, c'est ici, équipement informatique. Vous voyez la différence que j'étais en train de dire. Nous avons les équipements de santé. Acquisition des équipements de santé. Il se peut que vous êtes en mesure de vous-même avoir des équipements de santé. Alors, si vous avez un poste de santé, voilà, vous pouvez mettre ça. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est la direction générale seule qui peut le faire.
Acquisition des équipements éducatifs et culturels et sportifs également. Ici, nous sommes beaucoup intéressés par l'acquisition des équipements culturels, les œuvres d'art. À chaque fois que vous allez acheter les œuvres d'art pour enrichir votre collection, eh ben, c'est dans cette catégorie de dépenses que vous allez loger. Acquisition, ici, nous avons en même temps acquisition des équipements agro-silvo-pastoraux, c'est l'État qui les fait. Acquisition des équipements industriels et électriques, c'est ça, c'est très simple. Donc, quand vous achetez une tondeuse, machine à couper, eh ben, c'est ici. Acquisition des animaux, certainement, nous ne sommes pas appelés à faire des acquisitions des animaux. Voilà. La suite, nous avons l'acquisition d'équipements de construction. Eh ben, c'est ici. Les acquisitions d'équipements de transport. Souvenez-vous, la direction générale a dit pour 2025 que chaque musée devait avoir acheté, doit mettre dans son budget une moto, un pick-up et un tricycle. Donc, si c'est fait que vous achetez ça, eh ben, c'est ici, équipement de transport, que vous devez loger ça. Nous avons équipement de manutention, oui, aussi. À chaque fois que vous avez acheté l'équipement de manutention, c'est là que vous devez mettre. Nous avons les équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaires, et ben, les équipements de communication, ici que vous allez mettre ça. Nous avons les acquisitions d'équipements photographiques, filmographiques ou des vidéos. Vous achetez des caméras, vous achetez tout ce que vous achetez relatif à ce qu'on a dit ici, et ben, c'est ici. Et ici, nous avons acquisition des équipements divers. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Tous les équipements qu'on n'a pas cités ici, eh ben, c'est ici que vous devez le mettre. Et enfin, nous avons acquisition des équipements militaires. Alors, là, c'est clair, on ne peut pas. Eh ben, on a fini la classe 7. Nous y voici à la classe 8. À la classe 8, comme je vous avais dit, on n'a pas assez. Nous avons les acquisitions des terrains. Tout ici, c'est juste la direction générale qui peut. Acquisition des terrains, acquisition des bâtiments, le prise de participation dans les entreprises privées, partiellement publiques, concernant aussi certains organismes internationaux. Nous avons les garanties de cautionnement et versées. Ici, ce n'est que la direction générale qui peut prendre ça en charge. Et ce qui suit encore, nous avons la construction d'ouvrages et d'édifices. La construction d'édifices et de bâtiments, c'est le seul dépense seul que le musée et la direction générale peuvent faire. Les autres, ce ne sont que des dépenses que seul l'État peut faire. Alors, on continue encore à la classe 8, toujours. Nous avons ici réhabilitation et réfection, addition d'ouvrages. Ici, le musée et la direction générale ne sont autorisés qu'à réhabiliter et à réfectionner les ouvrages et édifices. Les autres, ce n'est que l'État qui peut le faire. Et enfin, nous arrivons à la classe 9, prêts et avances. Et voilà, à chaque fois que vous donnez des prêts et avances à vos agents, eh bien, c'est ici que vous devez loger ces dépenses. Ça est fini pour cette vidéo. Nous vous disons merci pour nous accorder le temps pour suivre ça. À chaque fois que vous aurez des questions, n'hésitez pas, posez-nous, nous serons là pour répondre. Merci.